Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Faris. Le tour du monde en 80 jours, de Jules Verne. Chapitre 1, dans lequel Phileas Fogg et Passepartout s'acceptent réciproquement l'un comme maître, l'autre comme domestique. En l'année 1872, la maison portant le numéro 7 de Savile Row, Burlington Gardens, maison dans laquelle Sheridan mourut en 1814, était habitée par Phileas Fogg, Esquire, l'un des membres les plus singuliers et les plus remarqués du Reform Club de Londres, bien qu'il semblât prendre à tâche de ne rien faire qui pût attirer l'attention. À l'un des plus grands orateurs qui honorent l'Angleterre succédait donc ce Phileas Fogg, personnage énigmatique dont on ne savait rien, sinon que c'était un fort galant homme et l'un des plus beaux gentlemen de la haute société anglaise. On disait qu'il ressemblait à Byron, par la tête, car il était irréprochable quant aux pieds, mais un Byron à moustache et à favoris, un Byron impassible, qui aurait vécu 1000 ans sans vieillir. Anglais à coup sûr, Phileas Fogg n'était peut-être pas londonais. On ne l'avait jamais vu ni à la bourse, ni à la banque, ni dans aucun des comptoirs de la cité. Ni les bassins ni les docks de Londres n'avaient jamais reçu un navire ayant pour armateur Phileas Fogg. Ce gentleman ne figurait dans aucun comité d'administration. Son nom n'avait jamais retenti dans un collège d'avocats, ni au Temple, ni à Lincoln's Inn, ni à Gray's Inn. Jamais il ne plaida ni à la cour du chancelier, ni au banc de la reine, ni à l'échiquier, ni en cour ecclésiastique. Il n'était ni industriel, ni négociant, ni marchand, ni agriculteur. Il ne faisait partie ni de l'institution royale de la Grande-Bretagne, ni de l'institution de Londres, ni de l'institution des artisans, ni de l'institution Russell, ni de l'institution littéraire de l'Ouest, ni de l'institution du droit, ni de cette institution des arts et des sciences réunies, qui est placée sous le patronage direct de Sa gracieuse Majesté. Il n'appartenait enfin à aucune des nombreuses sociétés qui pullulent dans la capitale de l'Angleterre, depuis la Société de l'Harmonica jusqu'à la Société entomologique, fondée principalement dans le but de détruire les insectes nuisibles. Phileas Fogg était membre du Reform Club, et voilà tout. À qui s'étonnerait de ce qu'un gentleman aussi mystérieux comptât parmi les membres de cette honorable association, on répondra qu'il passa sur la recommandation de messieurs Baring frères, chez lesquels il avait un crédit ouvert. De là une certaine surface, due à ce que ses chèques étaient régulièrement payés à vue par le débit de son compte courant invariablement créditeur. Ce Phileas Fogg était-il riche? Incontestablement. Mais comment il avait fait fortune, c'est ce que les mieux informés ne pouvaient dire, et M. Fogg était le dernier auquel il convint de s'adresser pour l'apprendre. En tout cas, il n'était prodigue de rien, mais non avare, car partout où il manquait à un appoint pour une chose noble, utile ou généreuse, il l'apportait silencieusement et même anonymement. En somme, rien de moins communicatif que ce gentleman. Il parlait aussi peu que possible, et semblait d'autant plus mystérieux qu'il était silencieux. Cependant, sa vie était à jour, mais ce qu'il faisait était si mathématiquement toujours la même chose que l'imagination, mécontente, cherchait au-delà. Avait-il voyagé? C'était probable, car personne ne possédait mieux que lui la carte du monde. Il n'était endroit si reculé dont il ne parût avoir une connaissance spéciale. Quelquefois, mais en peu de mots, brefs et clairs, il redressait les 1000 propos qui circulaient dans le club au sujet des voyageurs perdus ou égarés. Il indiquait les vraies probabilités, et ses paroles s'étaient trouvées souvent, comme inspirées par une seconde vue, tant l'événement finissait toujours par les justifier. C'était un homme qui avait dû voyager partout, en esprit tout au moins. Ce qui était certain toutefois, c'est que depuis de longues années, Phileas Fogg n'avait pas quitté Londres.
Ceux qui avaient l'honneur de le connaître un peu plus que les autres attestaient que, si ce n'est sur ce chemin direct qu'il parcourait chaque jour pour venir de sa maison au club, personne ne pouvait prétendre l'avoir jamais vu ailleurs. Son seul passe-temps était de lire les journaux et de jouer au whist. À ce jeu du silence, si bien approprié à sa nature, il gagnait souvent, mais ses gains n'entraient jamais dans sa bourse et figuraient pour une somme importante à son budget de charité. D'ailleurs, il faut le remarquer, Mr. Fogg jouait évidemment pour jouer, non pour gagner. Le jeu était pour lui un combat, une lutte contre une difficulté, mais une lutte sans mouvement, sans déplacement, sans fatigue, et cela allait à son caractère. On ne connaissait à Phileas Fogg ni femme ni enfant, ce qui peut arriver aux gens les plus honnêtes, ni parents ni amis, ce qui est plus rare en vérité. Phileas Fogg vivait seul dans sa maison de Saville Row, où personne ne pénétrait. De son intérieur, jamais il n'était question. Un seul domestique suffisait à le servir. Déjeunant, dînant au club à des heures chronométriquement déterminées, dans la même salle, à la même table, ne traitant point ses collègues, n'invitant aucun étranger, il ne rentrait chez lui que pour se coucher à minuit précis, sans jamais user de ces chambres confortables que le Reform Club tient à la disposition des membres du cercle. Sur 24 heures, il en passait 10 à son domicile, soit qu'il dormît, soit qu'il s'occupât de sa toilette. S'il se promenait, c'était invariablement d'un pas égal, dans la salle d'entrée parquetée en marqueterie, ou sur la galerie circulaire au-dessus de laquelle s'arrondit un dôme à vitraux bleus que supportent 20 colonnes ioniques en porphyre rouge. S'il dînait ou déjeunait, c'étaient les cuisines, le garde-manger, l'office, la poissonnerie, la laiterie du club, qui fournissaient à sa table leurs succulentes réserves. C'étaient les domestiques du club, graves personnages en habits noirs, chaussés de souliers à semelles de molleton, qui le servaient dans une porcelaine spéciale et sur un admirable linge en toile de Saxe. C'étaient les cristaux à moules perdus du club, qui contenaient son sherry, son porto, ou son claret mélangé de cannelle, de capillaire et de cinnamome. C'était enfin la glace du club, glace venue à grands frais des lacs d'Amérique, qui entretenait ses boissons dans un satisfaisant état de fraîcheur. Si vivre dans ces conditions, c'est être un excentrique, il faut convenir que l'excentricité a du bon. La maison de Saville Row, sans être somptueuse, se recommandait par un extrême confort. D'ailleurs, avec les habitudes invariables du locataire, le service s'y réduisait à peu. Toutefois, Phileas Fogg exigeait de son unique domestique une ponctualité, une régularité extraordinaire. Ce jour-là même, 2 octobre, Phileas Fogg avait donné son congé à James Forster, ce garçon s'étant rendu coupable de lui avoir apporté pour sa barbe de l'eau à 84 degrés Fahrenheit au lieu de 86, et il attendait son successeur, qui devait se présenter entre 11 heures et 11h30. Phileas Fogg, carrément assis dans son fauteuil, les 2 pieds rapprochés comme ceux d'un soldat à la parade, les mains appuyées sur les genoux, le corps droit, la tête haute, regardait marcher l'aiguille de la pendule, appareil compliqué qui indiquait les heures, les minutes, les secondes, les jours, les quantièmes et l'année. À 11h30 sonnant, Mr. Fogg devait, suivant sa quotidienne habitude, quitter la maison et se rendre au Reform Club. En ce moment, on frappa à la porte du petit salon dans lequel se tenait Phileas Fogg. James Forster, le congédié, apparut. « Le nouveau domestique, dit-il. Un garçon âgé d'une trentaine d'années se montra et salua. « Vous êtes Français, et vous vous nommez John, lui demanda Phileas Fogg. « Jean, n'en déplaise à monsieur, répondit le nouveau venu. Jean Passepartout, un surnom qui m'est resté et que justifiait mon aptitude naturelle à me tirer d'affaire. Je crois être un honnête garçon, monsieur, mais pour être franc, j'ai fait plusieurs métiers. J'ai été chanteur ambulant, écuyer dans un cirque, faisant de la voltige comme Léotard, et dansant sur la corde comme Blondin.
Puis je suis devenu professeur de gymnastique, afin de rendre mes talents plus utiles. Et en dernier lieu, j'étais sergent de pompiers, à Paris. J'ai même dans mon dossier des incendies remarquables. Mais voilà 5 ans que j'ai quitté la France, et que, voulant goûter de la vie de famille, je suis valet de chambre en Angleterre. Or, me trouvant sans place, ayant appris que M. Phileas Fogg était l'homme le plus exact et le plus sédentaire du Royaume-Uni, je me suis présenté chez monsieur, avec l'espérance d'y vivre tranquille et d'oublier jusqu'à ce nom de Passepartout. Passepartout me convient, répondit le gentleman. Vous m'êtes recommandé. J'ai de bons renseignements sur votre compte. Vous connaissez mes conditions? Oui, monsieur. Bien. Quelle heure avez-vous? 11h22, répondit Passepartout, en tirant des profondeurs de son gousset une énorme montre d'argent. Vous retardez, dit Mr. Fogg. Que monsieur me pardonne, mais c'est impossible. Vous retardez de 4 minutes. N'importe. Il suffit de constater l'écart. Donc, à partir de ce moment, 11h29 du matin, ce mercredi 2 octobre 1872, vous êtes à mon service. Cela dit, Phileas Fogg se leva, prit son chapeau de la main gauche, le plaça sur sa tête avec un mouvement d'automate, et disparut sans ajouter une parole. Passepartout entendit la porte de la rue se fermer une première fois. C'était son nouveau maître qui sortait. Puis une seconde fois. C'était son prédécesseur, James Forster, qui s'en allait à son tour. Passepartout demeura seul dans la maison de Saville Row. Fin du chapitre 1. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Faris. Le tour du monde en 80 jours, de Jules Verne. Chapitre 2, où Passepartout est convaincu qu'il a enfin trouvé son idéal. Sur ma foi, se dit Passepartout, un peu ahuri tout d'abord, j'ai connu chez madame Tussaud des bonshommes aussi vivants que mon nouveau maître. Il convient de dire ici que les bonshommes de madame Tussaud sont des figures de cire, fort visitées à Londres, et auxquelles il ne manque vraiment que la parole. Pendant les quelques instants qu'il venait d'entrevoir Phileas Fogg, Passepartout avait rapidement mais soigneusement examiné son futur maître. C'était un homme qui pouvait avoir 40 ans, de figure noble et belle, haut de taille, qui ne déparait pas un léger embonpoint, blond de cheveux et de favoris, front uni, sans apparence de rides aux tempes, figure plutôt pâle que colorée, dents magnifiques. Il paraissait posséder au plus haut degré ce que les physionomistes appellent le repos dans l'action, faculté commune à tous ceux qui font plus de besogne que de bruit. Calme, flegmatique, l'œil pur, la paupière immobile, c'était le type achevé de ces Anglais à sang-froid qui se rencontrent assez fréquemment dans le Royaume-Uni et dont Angelica Kauffmann a merveilleusement rendu sous son pinceau l'attitude un peu académique. Vu dans les divers actes de son existence, ce gentleman donnait l'idée d'un être bien équilibré dans toutes ses parties, justement pondéré, aussi parfait qu'un chronomètre de Leroy ou de Earnshaw. C'est qu'en effet, Phileas Fogg était l'exactitude personnifiée, ce qui se voyait clairement à l'expression de ses pieds et de ses mains, car chez l'homme, aussi bien que chez les animaux, les membres eux-mêmes sont des organes expressifs des passions. Phileas Fogg était de ces gens mathématiquement exacts, qui, jamais pressés et toujours prêts, sont économes de leurs pas et de leurs mouvements. Il ne faisait pas une enjambée de trop, allant toujours par le plus court. Il ne perdait pas un regard au plafond. Il ne se permettait aucun geste superflu. On ne l'avait jamais vu ému ni troublé. C'était l'homme le moins hâté du monde, mais il arrivait toujours à temps. Toutefois, on comprendra qu'il vécut seul et pour ainsi dire en dehors de toute relation sociale. Il savait que dans la vie,
Il faut faire la part des frottements, et comme les frottements retardent, il ne se frottait à personne. Quant à Jean, dit Passepartout, un vrai Parisien de Paris, depuis 5 ans qu'il habitait l'Angleterre et y faisait à Londres le métier de valet de chambre, il avait cherché vainement un maître auquel il pût s'attacher. Passepartout n'était point un de ces frontins ou mascarilles qui, les épaules hautes, le nez au vent, le regard assuré, l'œil sec, ne sont que d'impudents drôles. Non, Passepartout était un brave garçon, de physionomie aimable, aux lèvres un peu saillantes, toujours prête à goûter ou à caresser, un être doux et serviable, avec une de ces bonnes têtes rondes que l'on aime à voir sur les épaules d'un ami. Il avait les yeux bleus, le teint animé, la figure assez grasse pour qu'il pût lui-même voir les pommettes de ses joues, la poitrine large, la taille forte, une musculature vigoureuse, et il possédait une force herculéenne que les exercices de sa jeunesse avaient admirablement développée. Ses cheveux bruns étaient un peu rageurs. Si les sculpteurs de l'Antiquité connaissaient 18 façons d'arranger la chevelure de Minerve, Passepartout n'en connaissait qu'une pour disposer la sienne. 3 coups de démêloir, et il était coiffé. De dire si le caractère expansif de ce garçon s'accorderait avec celui de Phileas Fogg, c'est ce que la prudence la plus élémentaire ne permet pas. Passepartout serait-il ce domestique foncièrement exact qu'il fallait à son maître? On ne le verrait qu'à l'user. Après avoir eu, on le sait, une jeunesse assez vagabonde, il aspirait au repos. Ayant entendu vanter le méthodisme anglais et la froideur proverbiale des gentlemen, il vint chercher fortune en Angleterre, mais jusqu'alors le sort l'avait mal servi. Il n'avait pu prendre racine nulle part. Il avait fait 10 maisons, dans toutes on était fantasque, inégal, coureur d'aventure ou coureur de pays, ce qui ne pouvait plus convenir à Passepartout. Son dernier maître, le jeune lord Longsferry, membre du Parlement, après avoir passé ses nuits dans les Oysters Rooms d'Haymarket, rentrait trop souvent au logis sur les épaules des policemen. Passepartout, voulant avant tout pouvoir respecter son maître, risqua quelques respectueuses observations qui furent mal reçues, et il rompit. Il apprit sur les entrefaites que Phileas Fogg Esquire cherchait un domestique. Il prit des renseignements sur ce gentleman, un personnage dont l'existence était si régulière, qui ne découchait pas, qui ne voyageait pas, qui ne s'absentait jamais, pas même un jour, ne pouvait que lui convenir. Il se présenta et fut admis dans les circonstances que l'on sait. Passepartout, 11h30 étant sonnées, se trouvait donc seul dans la maison de Saville Row. Aussitôt il en commença l'inspection. Il la parcourut de la cave au grenier. Cette maison propre, rangée, sévère, puritaine, bien organisée pour le service, lui plut. Elle lui fit l'effet d'une belle coquille de colimaçon, mais d'une coquille éclairée et chauffée au gaz, car l'hydrogène carburé y suffisait à tous les besoins de lumière et de chaleur. Passepartout trouva sans peine au second étage la chambre qui lui était destinée. Elle lui convint. Des timbres électriques et des tuyaux acoustiques la mettaient en communication avec les appartements de l'entresol et du premier étage. Sur la cheminée, une pendule électrique correspondait avec la pendule de la chambre à coucher de Phileas Fogg, et les 2 appareils battaient au même instant, la même seconde. « Cela me va, se dit Passepartout. Il remarqua aussi, dans sa chambre, une notice affichée au-dessus de la pendule. C'était le programme du service quotidien. Il comprenait depuis 8 heures du matin, heure réglementaire à laquelle se levait Phileas Fogg, jusqu'à 11h30, heure à laquelle il quittait sa maison pour aller déjeuner au Reform Club. Tous les détails du service, le thé et les rôtis de 8h23, l'eau pour la barbe de 9h37, la coiffure de 10h moins 20, etc. Puis de 11h30 du matin à minuit, heure à laquelle se couchait le méthodique gentleman, tout était noté, prévu, régularisé.
Passepartout se fit une joie de méditer ce programme et d'en graver les divers articles dans son esprit. Quant à la garde-robe de monsieur, elle était fort bien montée et merveilleusement comprise. Chaque pantalon, habit ou gilet portait un numéro d'ordre reproduit sur un registre d'entrée et de sortie, indiquant la date à laquelle, suivant la saison, ces vêtements devaient être tour à tour portés. Même réglementation pour les chaussures. En somme, dans cette maison de Saville Row, qui devait être le temple du désordre à l'époque de l'illustre mais dissipé Sheridan, un meublement confortable, annonçant une belle aisance. Pas de bibliothèque, pas de livres qui eussent été sans utilité pour Mr. Fogg, puisque le Reform Club mettait à sa disposition 2 bibliothèques, l'une consacrée aux lettres, l'autre au droit et à la politique. Dans la chambre à coucher, un coffre-fort de moyenne grandeur, que sa construction défendait aussi bien de l'incendie que du vol. Point d'armes dans la maison, aucun ustensile de chasse ou de guerre. Tout y dénotait les habitudes les plus pacifiques. Après avoir examiné cette demeure en détail, Passepartout se frotta les mains, sa large figure s'épanouit, et il répéta joyeusement: « Cela me va, voilà mon affaire. Nous nous entendrons parfaitement, monsieur Fogg et moi. Un homme casanier et régulier, une véritable mécanique. Eh bien, je ne suis pas fâché de servir une mécanique. » Fin du chapitre 2. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Faris. Le tour du monde en 80 jours, de Jules Verne. Chapitre 3. Où s'engage une conversation qui pourra coûter cher à Phileas Fogg. Phileas Fogg avait quitté sa maison de Saville Row à 11h30, et après avoir placé 575 fois son pied droit devant son pied gauche et 576 fois son pied gauche devant son pied droit, il arriva au Reform Club, vaste édifice élevé dans Pall Mall, qui n'a pas coûté moins de 3 millions à bâtir. Phileas Fogg se rendit aussitôt à la salle à manger, dont les 9 fenêtres s'ouvraient sur un beau jardin aux arbres déjà dorés par l'automne. Là, il prit place à la table habituelle où son couvert l'attendait. Son déjeuner se composait d'un hors-d'œuvre, d'un poisson bouilli relevé d'une reading sauce de premier choix, d'un roast-beef écarlate agrémenté de condiments mushroom, d'un gâteau farci de tiges de rhubarbe et de groseilles vertes, d'un morceau de chester, le tout arrosé de quelques tasses de cet excellent thé, spécialement recueilli pour l'office du Reform Club. À 12h47, ce gentleman se leva et se dirigea vers le grand salon, somptueuse pièce ornée de peintures richement encadrées. Là, un domestique lui remit le Times non coupé, dont Phileas Fogg opéra le laborieux dépliage avec une sûreté de main qui dénotait une grande habitude de cette difficile opération. La lecture de ce journal occupa Phileas Fogg jusqu'à 3h45, et celle du Standard, qui lui succéda, dura jusqu'au dîner. Ce repas s'accomplit dans les mêmes conditions que le déjeuner, avec adjonction de Royal British Sauce. À 6h moins 20, le gentleman reparut dans le grand salon et s'absorba dans la lecture du Morning Chronicle. Une demi-heure plus tard, divers membres du Reform Club faisaient leur entrée et s'approchaient de la cheminée où brûlait un feu de houille. C'étaient les partenaires habituels de M. Phileas Fogg, comme lui, enragés joueurs de whist. L'ingénieur Andrew Stewart, les banquiers John Sullivan et Samuel Fallentin, le brasseur Thomas Flanagan, Gauthier Ralph, un des administrateurs de la Banque d'Angleterre, personnage riche et considéré, même dans ce club qui compte parmi ses membres les sommités de l'industrie et de la finance. « Eh bien, Ralph, demanda Thomas Flanagan, où en est cette affaire de vol ?»« Eh bien, répondit Andrew Stuart,
La banque en sera pour son argent. J'espère au contraire, dit Gauthier Ralph, que nous mettrons la main sur l'auteur du vol. Des inspecteurs de police, gens fort habiles, ont été envoyés en Amérique et en Europe, dans tous les principaux ports d'embarquement et de débarquement, et il sera difficile à ce monsieur de leur échapper. Mais on a donc le signalement du voleur? Demanda Andrew Stuart. D'abord, ce n'est pas un voleur, répondit sérieusement Gauthier Ralph. Comment ce n'est pas un voleur? Cet individu qui a soustrait 55 000 livres en bank-notes, 1 375 000 francs. Non, répondit Gauthier Ralph. C'est donc un industriel? Dit John Sullivan. Le Morning Chronicle assure que c'est un gentleman. Celui qui fit cette remarque n'était autre que Phileas Fogg, dont la tête émergeait alors du flot de papier amassé autour de lui. En même temps, Phileas Fogg salua ses collègues, qui lui rendirent son salut. Le fait dont il était question, que les divers journaux du Royaume-Uni discutaient avec ardeur, s'était accompli 3 jours auparavant, le 29 septembre. Une liasse de bank-notes, formant l'énorme somme de 55 000 livres, avait été prise sur la tablette du caissier principal de la Banque d'Angleterre. À qui s'étonnait qu'un tel vol eût pu s'accomplir aussi facilement, le sous-gouverneur Gauthier Ralph se bornait à répondre qu'à ce moment même, le caissier s'occupait d'enregistrer une recette de 3 shillings 6 pence, et qu'on ne saurait avoir l'œil à tout. Mais il convient de faire observer ici ce qui rend le fait plus explicable, que cet admirable établissement de Bank of England paraît se soucier extrêmement de la dignité du public. Point de garde, point d'invalide, point de grillage. L'or, l'argent, les billets sont exposés librement, et pour ainsi dire, à la merci du premier venu. On ne saurait mettre en suspicion l'honorabilité d'un passant quelconque. Un des meilleurs observateurs des usages anglais raconte même ceci. Dans une des salles de la banque où il se trouvait un jour, il eut la curiosité de voir de plus près un lingot d'or pesant 7 à 8 livres, qui se trouvait exposé sur la tablette du caissier. Il prit ce lingot, l'examina, le passa à son voisin, celui-ci à un autre, si bien que le lingot, de main en main, s'en alla jusqu'au fond d'un corridor obscur, et ne revint qu'une demi-heure après, reprendre sa place, sans que le caissier eût seulement levé la tête. Mais le 29 septembre, les choses ne se passèrent pas tout à fait ainsi. La liasse de bank-notes ne revint pas, et quand la magnifique horloge, posée au-dessus du Drawing-Office, sonna à 5 heures la fermeture des bureaux, la Banque d'Angleterre n'avait plus qu'à passer 55 000 livres par le compte de profits et pertes. Le vol bien et dûment reconnu, des agents, des détectives, choisis parmi les plus habiles, furent envoyés dans les principaux ports à Liverpool, à Glasgow, au Havre, à Suez, à Brindisi, à New York, etc., avec promesse, en cas de succès, d'une prime de 2000 livres, 50 000 francs, et 5% de la somme qui serait retrouvée. En attendant les renseignements que devait fournir l'enquête immédiatement commencée, ces inspecteurs avaient pour mission d'observer scrupuleusement tous les voyageurs en arrivée ou en partance. Or précisément, ainsi que le disait le Morning Chronicle, on avait lieu de supposer que l'auteur du vol ne faisait partie d'aucune des sociétés de voleurs d'Angleterre. Pendant cette journée du 29 septembre, un gentleman bien mis, de bonnes manières, l'air distingué, avait été remarqué, qui allait et venait dans la salle des paiements, théâtre du vol. L'enquête avait permis de refaire assez exactement le signalement de ce gentleman, signalement qui fut aussitôt adressé à tous les détectives du Royaume-Uni et du continent. Quelques bons esprits, et Gauthier Ralph était du nombre, se croyaient donc fondés à espérer que le voleur n'échapperait pas. Comme on le pense, ce fait était à l'ordre du jour à Londres et dans toute l'Angleterre. On discutait, on se passionnait, pour ou contre les probabilités du succès de la police métropolitaine. On ne s'étonnera donc pas d'entendre les membres du Reform Club traiter la même question, d'autant plus que l'un des sous-gouverneurs de la banque se trouvait parmi eux. L'honorable Gauthier Ralph ne voulait pas douter du résultat des recherches,
estimant que la prime offerte devrait singulièrement aiguiser le zèle et l'intelligence des agents. Mais son collègue, Andrew Stuart, était loin de partager cette confiance. La discussion continua donc entre les gentlemen qui s'étaient assis à une table de whist, Stuart devant Flanagan et Fallentin devant Phileas Fogg. Pendant le jeu, les joueurs ne parlaient pas, mais entre les robres, la conversation interrompue reprenait de plus belle. « Je soutiens, dit Andrew Stuart, que les chances sont en faveur du voleur, qui ne peut manquer d'être un habile homme. »« Allons donc, répondit Ralph, il n'y a plus un seul pays dans lequel il puisse se réfugier. Par exemple, où voulez-vous qu'il aille ? » ?»« Je n'en sais rien, répondit Andrew Stuart. Mais après tout, la terre est assez vaste. »« Elle l'était autrefois, dit à mi-voix Phileas Fogg. Puis, « À vous de couper, monsieur, ajouta-t-il en présentant les cartes à Thomas Flanagan. La discussion fut suspendue pendant le robre, mais bientôt Andrew Stuart la reprenait, disant « Comment, autrefois? Est-ce que la terre a diminué, par hasard ?»« Sans doute, répondit Gauthier Ralph. Je suis de l'avis de Monsieur Fogg. La terre a diminué, puisqu'on la parcourt maintenant 10 fois plus vite qu'il y a 100 ans. Et c'est ce qui, dans le cas dont nous nous occupons, rendra les recherches plus rapides. Et rendra plus facile aussi la fuite du voleur. À vous de jouer, monsieur Stuart, dit Phileas Fogg. Mais l'incrédule Stuart n'était pas convaincu, et la partie achevée, « Il faut avouer, monsieur Ralph, reprit-il, que vous avez trouvé là une manière plaisante de dire que la terre a diminué. Ainsi, parce qu'on en fait maintenant le tour en 3 mois. En 80 jours seulement, dit Phileas Fogg. En effet, messieurs, ajouta John Sullivan, 80 jours depuis que la section entre Rothal et Allahabad a été ouverte sur le Great Indian Peninsular Railway. Et voici le calcul établi par le Morning Chronicle. De Londres à Suez, par le Mont Cenis et Brindisi, Railway et paquebot, 7 jours. De Suez à Bombay, paquebot, 13 jours. De Bombay à Calcutta, Railway, 3 jours. De Calcutta à Hong Kong, Chine, paquebot, 13 jours. De Hong Kong à Yokohama, Japon, paquebot, 6 jours. De Yokohama à San Francisco, paquebot, 22 jours. De San Francisco à New York, Railroad, 7 jours. De New York à Londres, paquebot et railway, 9 jours. Total, 80 jours. Oui, 80 jours, s'écria Andrew Stuart, qui par inattention coupa une carte maîtresse. Mais non compris le mauvais temps, les vents contraires, les naufrages, les déraillements, etc. Tout compris, répondit Phileas Fogg en continuant de jouer, car cette fois la discussion ne respectait plus le whist. Même si les hindous ou les indiens enlèvent les rails, s'écria Andrew Stuart, s'ils arrêtent les trains, pillent les fourgons, scalpent les voyageurs? Tout compris, répondit Phileas Fogg, qui, abattant son jeu, ajouta 2 atouts, maître. Andrew Stuart, à qui c'était le tour de faire, ramassa les cartes en disant « Théoriquement, vous avez raison, monsieur Fogg, mais dans la pratique... »« Dans la pratique aussi, monsieur Stuart. Je voudrais bien vous y voir. Il ne tient qu'à vous. Partons ensemble. »« Le ciel m'en préserve, s'écria Stuart, mais je parierais bien 4000 livres, 100 000 francs, qu'un tel voyage, fait dans ces conditions, est impossible. »« Très possible au contraire, répondit Mr. Fogg. Eh bien, faites-le donc. Le tour du monde en 80 jours? Oui. Je le veux bien. Quand? Tout de suite. C'est de la folie, s'écria Andrew Stuart, qui commençait à se vexer de l'insistance de son partenaire. Tenez, jouons plutôt. Refaites alors, répondit Phileas Fogg, car il y a mal donne. Andrew Stuart reprit les cartes d'une main fébrile, puis tout à coup, les posant sur la table. Eh bien oui, monsieur Fogg, dit-il. Oui, je parie 4000 livres. Mon cher Stuart, dit Fallentin, calmez-vous, ce n'est pas sérieux. Quand je dis je parie, répondit Andrew Stuart, c'est toujours sérieux. Soit, dit Mr. Fogg.
puis se tournant vers ses collègues. J'ai 20 000 livres, 500 000 francs, déposés chez Baring Frères. Je les risquerai volontiers. 20 000 livres s'écria John Sullivan. 20 000 livres qu'un retard imprévu peut vous faire perdre? L'imprévu n'existe pas, répondit simplement Phileas Fogg. Mais, monsieur Fogg, ce laps de 80 jours n'est calculé que comme un minimum de temps. Un minimum bien employé suffit à tout. Mais pour ne pas le dépasser, il faut sauter mathématiquement des railways dans les paquebots et des paquebots dans les chemins de fer. Je sauterai mathématiquement. C'est une plaisanterie. Un bon Anglais ne plaisante jamais quand il s'agit d'une chose aussi sérieuse qu'un pari, répondit Phileas Fogg. Je parie 20 000 livres contre qui voudra que je ferai le tour de la terre en 80 jours ou moins, soit 1920 heures, ou 115 200 minutes. Acceptez-vous? Nous acceptons, répondirent messieurs Stewart, Fallentin, Sullivan, Flanagan et Ralph, après s'être entendus. Bien, dit Mr. Fogg. Le train de Douvres part à 8h45. Je le prendrai. Ce soir même? demanda Stewart. Ce soir même, répondit Phileas Fogg. Donc, ajouta-t-il en consultant un calendrier de poche, puisque c'est aujourd'hui mercredi 2 octobre, je devrais être de retour à Londres, dans ce salon même du Reform Club, le samedi 21 décembre, à 8h45 du soir, faute de quoi les 20 000 livres déposés actuellement à mon crédit chez Baring Frères vous appartiendront de fait et de droit, messieurs. Voici un chèque de pareille somme. Un procès-verbal du pari fut fait et signé sur-le-champ par les 6 co-intéressés. Phileas Fogg était demeuré froid. Il n'avait certainement pas parié pour gagner, et n'avait engagé ses 20 000 livres, la moitié de sa fortune, que parce qu'il prévoyait qu'il pourrait avoir à dépenser l'autre pour mener à bien ce difficile, pour ne pas dire inexécutable projet. Quant à ses adversaires, eux, ils paraissaient émus, non pas à cause de la valeur de l'enjeu, mais parce qu'ils se faisaient une sorte de scrupule de lutter dans ces conditions. 7 heures sonnaient alors. On offrait à M. Fogg de suspendre le whist, afin qu'il pût faire ses préparatifs de départ. « Je suis toujours prêt, » répondit cet impassible gentleman, et donnant les cartes. « Je retourne carreau, dit-il. À vous de jouer, monsieur Stewart. » Fin du chapitre 3. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Faris. Le tour du monde en 80 jours, de Jules Verne. Chapitre 4. Dans lequel Phileas Fogg stupéfie Passepartout, son domestique. À 7h25, Phileas Fogg, après avoir gagné une vingtaine de guinées au whist, prit congé de ses honorables collègues et quitta le Reform Club. À 7h50, il ouvrit la porte de sa maison et rentrait chez lui. Passepartout, qui avait consciencieusement étudié son programme, fut assez surpris en voyant M. Fogg, coupable d'inexactitude, apparaître à cette heure insolite. Suivant la notice, le locataire de Saville Row ne devait rentrer qu'à minuit précis. Phileas Fogg était tout d'abord monté à sa chambre, puis il appela « Passepartout ». Passepartout ne répondit pas. Cet appel ne pouvait s'adresser à lui. Ce n'était pas l'heure. « Passepartout », reprit M. Fogg, sans élever la voix davantage. Passepartout se montra. « C'est la deuxième fois que je vous appelle, » dit M. Fogg. « Mais il n'est pas minuit, » répondit Passepartout, sa montre à la main. « Je le sais, » reprit Phileas Fogg, « et je ne vous fais pas de reproches. Nous partons dans 10 minutes pour Douvres et Calais. » Une sorte de grimace s'ébaucha sur la ronde face du Français. Il était évident qu'il avait mal entendu. « Monsieur se déplace » demanda-t-il. «
Oui, répondit Phileas Fogg. Nous allons faire le tour du monde. Passepartout, l'œil démesurément ouvert, la paupière et le sourcil surélevés, les bras détendus, le corps affaissé, présentait alors tous les symptômes de l'étonnement poussé jusqu'à la stupeur. Le tour du monde, murmura-t-il. En 80 jours, répondit Mr. Fogg. Ainsi, nous n'avons pas un instant à perdre. Mais les malles, dit Passepartout, qui balançait inconsciemment sa tête de droite et de gauche. Pas de malles. Un sac de nuit seulement. Dedans, 2 chemises de laine, 3 paires de bas. Autant pour vous. Nous achèterons en route. Vous descendrez mon mackintosh et ma couverture de voyage. Ayez de bonnes chaussures. D'ailleurs, nous marcherons peu ou pas. Allez. Passepartout aurait voulu répondre. Il ne put. Il quitta la chambre de Mr. Fogg, monta dans la sienne, tomba sur une chaise, et employant une phrase assez vulgaire de son pays. « Ah, bien, se dit-il, elle est forte, celle-là. Moi qui voulais rester tranquille. » Et machinalement, il fit ses préparatifs de départ. Le tour du monde en 80 jours. Avait-il affaire à un fou? Non, c'était une plaisanterie. On allait à Douvres, bien. À Calais, soit. Après tout, cela ne pouvait notablement contrarier le brave garçon qui, depuis 5 ans, n'avait pas foulé le sol de la patrie. Peut-être même irait-on jusqu'à Paris, et ma foi, il reverrait avec plaisir la grande capitale. Mais certainement, un gentleman aussi ménager de ses pas s'arrêterait là. Oui, sans doute, mais il n'en était pas moins vrai qu'il partait, qu'il se déplaçait, ce gentleman si casanier jusqu'alors. À 8 heures, Passepartout avait préparé le modeste sac qui contenait sa garde-robe et celle de son maître. Puis, l'esprit encore troublé, il quitta sa chambre, dont il ferma soigneusement la porte, et il rejoignit Mr. Fogg. Mr. Fogg était prêt. Il portait sous son bras le Bradshaw's Continental Railway Steam Transit and General Guide, qui devait lui fournir toutes les indications nécessaires à son voyage. Il prit le sac des mains de Passepartout, l'ouvrit et y glissa une forte liasse de ces belles bank-notes qui ont cours dans tous les pays. « Vous n'avez rien oublié ?» demanda-t-il. « Rien, monsieur. Mon mackintosh et ma couverture, les voici. Bien, prenez ce sac. » Mr. Fogg remit le sac à Passepartout. « Et ayez-en soin, ajouta-t-il. Il y a 20 000 livres dedans. 500 000 francs. » Le sac faillit s'échapper des mains de Passepartout, comme si les 20 000 livres eussent été en or et pesaient considérablement. Le maître et le domestique descendirent alors, et la porte de la rue fut fermée à double tour. Une station de voitures se trouvait à l'extrémité de Savile Row. Phileas Fogg et son domestique montèrent dans un cab qui se dirigea rapidement vers la gare de Charing Cross, à laquelle aboutit un des embranchements du South Eastern Railway. À 8h20, le cab s'arrêta devant la grille de la gare. Passepartout sauta à terre, son maître le suivit et paya le cocher. En ce moment, une pauvre mendiante, tenant un enfant à la main, pieds nus dans la boue, coiffée d'un chapeau dépenaillé auquel pendait une plume lamentable, un châle en loques sur ses haillons, s'approcha de Mr. Fogg et lui demanda l'aumône. Mr. Fogg tira de sa poche les 20 guinées qu'il venait de gagner au whist, et les présentant à la mendiante. « Tenez, ma brave femme, dit-il, je suis content de vous avoir rencontrée. » Puis il passa. Passepartout eut comme une sensation d'humidité autour de la prunelle. Son maître avait fait un pas dans son cœur. Mr. Fogg et lui entrèrent aussitôt dans la grande salle de la gare. Là, Phileas Fogg donna à Passepartout l'ordre de prendre 2 billets de première classe pour Paris. Puis se retournant, il aperçut ses 5 collègues du Reform Club. « Messieurs, je pars, dit-il, et les divers visas apposés sur un passeport que j'emporte à cet effet vous permettront au retour de contrôler mon itinéraire. »« Oh, monsieur Fogg, répondit poliment Gauthier Rolfe, c'est inutile. Nous nous en rapporterons à votre honneur de gentleman. »« Cela vaut mieux ainsi, dit Mr. Fogg. »« Vous n'oubliez pas que vous devez être revenu, fit observer Andrew Stuart. »« Dans 80 jours, répondit Mr. Fogg. »« Le samedi 21 décembre 1872, à 8h45 du soir. Au revoir, messieurs. » À 8h40,
Phileas Fogg et son domestique prirent place dans le même compartiment. À 8h45, un coup de sifflet retentit, et le train se mit en marche. La nuit était noire. Il tombait une pluie fine. Phileas Fogg, à côté dans son coin, ne parlait pas. Passepartout, encore abasourdi, pressait machinalement contre lui le sac aux bank-notes. Mais le train n'avait pas dépassé Sydenham que Passepartout poussait un véritable cri de désespoir. « Qu'avez-vous » demanda Mr. Fogg. « Il y a que, dans ma précipitation, mon trouble, j'ai oublié... »« Quoi ?»« D'éteindre le bec de gaz de ma chambre. »« Eh bien, mon garçon, » répondit froidement Mr. Fogg, « il brûle à votre compte. » Fin du chapitre 4. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Karen Sauvage, novembre 2006, Waco, Texas. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne, chapitre 5, dans lequel une nouvelle valeur apparaît sur la place de Londres. Phileas Fogg, en quittant Londres, ne se doutait guère, sans doute, du grand retentissement qu'allait provoquer son départ. La nouvelle du pari se répandit d'abord dans le Reform Club et produisit une véritable émotion parmi les membres de l'honorable cercle. Puis, du club, cette émotion passa aux journaux par la voie des reporters, et des journaux au public de Londres et de tout le Royaume-Uni. Cette question du tour du monde fut commentée, discutée, disséquée avec autant de passion et d'ardeur que s'il se fût agi d'une nouvelle affaire de l'Alabama. Les uns prirent parti pour Phileas Fogg, les autres, et ils formèrent bientôt une majorité considérable, se prononcèrent contre lui. Ce tour du monde à accomplir, autrement qu'en théorie et sur le papier, dans ce minimum de temps, avec le moyen de communication actuellement en usage, ce n'était pas seulement impossible, c'était insensé. Le Times, le Standard, l'Evening Star, le Morning Chronicle et 20 autres journaux de grande publicité se déclarèrent contre M. Fogg. Seul le Daily Telegraph le soutint dans une certaine mesure. Phileas Fogg fut généralement traité de maniaque, de fou, et ses collègues du Reform Club furent blâmés d'avoir tenu ce pari qui accusait un affaiblissement dans les facultés mentales de son auteur. Des articles extrêmement passionnés, mais logiques, parurent sur la question. On sait l'intérêt que l'on porte à l'Angleterre à tout ce qui touche à la géographie. Aussi, n'était-il pas un lecteur, à quelque classe qu'il appartint, qui ne dévora les colonnes consacrées au cas de Phileas Fogg. Pendant les premiers jours, quelques esprits audacieux, les femmes principalement, furent pour lui, surtout quand l'Illustrated London News eut publié son portrait d'après sa photographie déposée aux archives du Reform Club. Certains gentlemen osaient dire « Hé hé, pourquoi pas après tout? On a vu des choses plus extraordinaires. » C'étaient surtout les lecteurs du Daily Telegraph. Mais on sentit bientôt que ce journal lui-même commençait à faiblir. En effet, un long article parut le 7 octobre dans le bulletin de la Société royale de géographie. Il traita la question à tous les points de vue et démontra clairement la folie de l'entreprise. D'après cet article, tout était contre le voyageur, obstacle de l'homme, obstacle de la nature. Pour réussir dans ce projet, il fallait admettre une concordance miraculeuse des heures de départ et d'arrivée, concordance qui n'existait pas, qui ne pouvait pas exister. À la rigueur, et en Europe, où il s'agit de parcours d'une longueur relativement médiocre, on peut compter sur l'arrivée des trains à heure fixe. Mais quand ils emploient 3 jours à traverser l'Inde, 7 jours à traverser les États-Unis, pouvait-on fonder sur leur exactitude les éléments d'un tel problème?
Et les accidents de machines, les déraillements, les rencontres, la mauvaise saison, l'accumulation des neiges, est-ce que tout n'était pas contre Phileas Fogg? Sur les paquebots, ne se trouverait-il pas pendant l'hiver à la merci des coups de vent ou des brouillards? Est-il donc si rare que les meilleurs marcheurs des lignes transocéaniennes éprouvent des retards de 2 ou 3 jours? Or, il suffisait d'un retard, un seul, pour que la chaîne de communication fût irréparablement brisée. Si Phileas Fogg manquait, ne fût-ce que de quelques heures, le départ d'un paquebot, il serait forcé d'attendre le paquebot suivant, et par cela même son voyage était compromis irrévocablement. L'article fit grand bruit. Presque tous les journaux le reproduisirent, et les actions de Phileas Fogg baissèrent singulièrement. Pendant les premiers jours qui suivirent le départ du gentleman, d'importantes affaires s'étaient engagées sur l'aléa de son entreprise. On sait ce qu'est le monde parieur en Angleterre, monde plus intelligent, plus relevé que celui des joueurs. Parier est dans le tempérament anglais. Aussi, non seulement les divers membres du Reform Club établirent-ils des paris considérables pour ou contre Phileas Fogg, mais la masse du public entra dans le mouvement. Phileas Fogg fut inscrit comme un cheval de course à une sorte de stud-book. On en fit aussi une valeur de bourse qui fut immédiatement cotée sur la place de Londres. On demandait, on offrait du Phileas Fogg ferme ou à prime, et il se fit des affaires énormes. Mais 5 jours après son départ, après l'article du bulletin de la Société de géographie, les offres commencèrent à affluer. Le Phileas Fogg baissa. On l'offrit par paquet. Pris d'abord à 5, puis à 10. On ne le prit plus qu'à 20, à 50, à 100. Un seul partisan lui resta. Ce fut le vieux paralytique, Lord Albermale. L'honorable gentleman, cloué sur son fauteuil, eût donné sa fortune pour pouvoir faire le tour du monde, même en 10 ans, et il paria 5 000 livres, 100 000 francs, en faveur de Phileas Fogg. Et quand en même temps que la sottise du projet, on lui en démontrait l'inutilité, il se contentait de répondre « Si la chose est faisable, il est bon que ce soit un Anglais qui le premier l'ait faite. » Or, on en était là. Les partisans de Phileas Fogg se raréfiaient de plus en plus. Tout le monde, et non sans raison, se mettait contre lui. On ne le prenait plus qu'à 150, à 200 contre 1, quand, 7 jours après son départ, un incident complètement inattendu fit qu'on ne le prit plus du tout. En effet, pendant cette journée, à 9 heures du soir, le directeur de la police métropolitaine avait reçu une dépêche télégraphique ainsi conçue. Suez à Londres. Rowan, directeur police, administration centrale, Scotland Place. Je file voleur de banque Phileas Fogg, envoyé sans retard mandat d'arrestation à Bombay, Inde anglaise. Fix, détective. L'effet de cette dépêche fut immédiat. L'honorable gentleman disparut pour faire place au voleur de banknotes. Sa photographie, déposée au Reform Club avec celle de tous ses collègues, fut examinée. Elle reproduisait trait pour trait l'homme dont le signalement avait été fourni par l'enquête. On rappela ce que l'existence de Phileas Fogg avait de mystérieux, son isolement, son départ subit, et il parut évident que ce personnage, prétextant un voyage autour du monde et l'appuyant sur un pari insensé, n'avait eu d'autre but que de dépister les agents de la police anglaise. Fin du chapitre 5. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christophe. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 6. Dans lequel l'agent Fix montre une impatience
bien légitime. Voici dans quelles circonstances avait été lancée cette dépêche concernant le sieur Phileas Fogg. Le mercredi 9 octobre, on attendait pour 11 heures du matin à Suez le paquebot Mongolia de la compagnie péninsulaire et orientale, steamer en fer à hélice et à spar-deck, jaugeant 2800 tonnes et possédant une force nominale de 500 chevaux. Le Mongolia faisait régulièrement les voyages de Brindisi à Bombay par le canal de Suez. C'était un des plus rapides marcheurs de la compagnie et les vitesses réglementaires, soit 10 miles à l'heure entre Brindisi et Suez, et 9 miles 53 centièmes entre Suez et Bombay, il les avait toujours dépassés. En attendant l'arrivée du Mongolia, deux hommes se promenaient sur le quai au milieu de la foule d'indigènes et d'étrangers qui affluent dans cette ville, naguère une bourgade, à laquelle la grande œuvre de M. de Lesseps assure un avenir considérable. De ces deux hommes, l'un était l'agent consulaire du Royaume-Uni, établi à Suez, qui, en dépit des fâcheux pronostics du gouvernement britannique et des sinistres prédictions de l'ingénieur Stephenson, voyait chaque jour des navires anglais traverser ce canal, abrégeant ainsi de moitié l'ancienne route de l'Angleterre aux Indes par le cap de Bonne-Espérance. L'autre était un petit homme maigre, de figure assez intelligente, nerveux, qui contractait avec une persistance remarquable ses muscles sourciliers. À travers ses longs cils brillait un œil très vif, mais dont il savait à volonté éteindre l'ardeur. En ce moment, il donnait certaines marques d'impatience, allant, venant, ne pouvant tenir en place. Cet homme se nommait Fix, et c'était un de ces détectives ou agents de police anglais qui avaient été envoyés dans les divers ports après le vol commis à la Banque d'Angleterre. Ce Fix devait surveiller avec le plus grand soin tous les voyageurs prenant la route de Suez, et si l'un d'eux lui semblait suspect, le filer en attendant un mandat d'arrestation. Précisément, depuis 2 jours, Fix avait reçu du directeur de la police métropolitaine le signalement de l'auteur présumé du vol. C'était celui de ce personnage distingué et bien mis que l'on avait observé dans la salle des paiements de la banque. Le détective, très alléché évidemment par la forte prime promise en cas de succès, attendait donc avec une impatience facile à comprendre l'arrivée du Mongolia. « Et vous dites, monsieur le consul, demanda-t-il pour la 10e fois, que ce bateau ne peut tarder ?»« Non, monsieur Fix, répondit le consul. Il a été signalé hier au large de Port Saïd, et les 160 kilomètres du canal ne comptent pas pour un tel marcheur. Je vous répète que le Mongolia a toujours gagné la prime de 25 livres que le gouvernement accorde pour chaque avance de 24 heures sur les temps réglementaires. »« Ce paquebot vient directement de Brindisi ?» demanda Fix. « De Brindisi même, où il a pris la malle des Indes. De Brindisi, qu'il a quitté samedi à 5 heures du soir. Ainsi ayez patience, il ne peut tarder à arriver. Mais je ne sais vraiment pas comment, avec le signalement que vous avez reçu, vous pourrez reconnaître votre homme s'il est à bord du Mongolia. »« Monsieur le consul, répondit Fix, ces gens-là, on les sent plutôt qu'on ne les reconnaît. C'est du flair qu'il faut avoir. Et le flair est comme un sens spécial auquel concourent l'ouïe, la vue et l'odorat.
J'ai arrêté dans ma vie plus d'un de ces gentlemen, et pourvu que mon voleur soit à bord, je vous réponds qu'il ne me glissera pas entre les mains. Je le souhaite, monsieur Fix, car il s'agit d'un vol important. Un vol magnifique, répondit l'agent enthousiasmé. 55 000 livres. Nous n'avons pas souvent de pareilles aubaines. Les voleurs deviennent mesquins. La race des Shepard s'étiole. On se fait pendre maintenant pour quelques shillings. Monsieur Fix, répondit le consul, vous parlez d'une telle façon que je vous souhaite vivement de réussir. Mais, je vous le répète, dans les conditions où vous êtes, je crains que ce ne soit difficile. Savez-vous bien que, d'après le signalement que vous avez reçu, ce voleur ressemble absolument à un honnête homme? Monsieur le consul, répondit dogmatiquement l'inspecteur de police, les grands voleurs ressemblent toujours à d'honnêtes gens. Vous comprenez bien que ceux qui ont des figures de coquins n'ont qu'un parti à prendre, c'est de rester probes. Sans cela, ils se feraient arrêter. Les physionomies honnêtes sont celles-là qu'il faut dévisager surtout. Travail difficile, j'en conviens, et qui n'est plus du métier, mais de l'art. On voit que le dit Fix ne manquait pas d'une certaine dose d'amour-propre. Cependant, le quai s'animait peu à peu. Marins de diverses nationalités, commerçants, courtiers, portefaix, fellahs y affluaient. L'arrivée du paquebot était évidemment prochaine. Le temps était assez beau, mais l'air froid par ce vent d'est. Quelques minarets se dessinaient au-dessus de la ville sous les pâles rayons du soleil. Vers le sud, une jetée longue de 2000 mètres s'allongeait comme un bras sur la rade de Suez. À la surface de la mer Rouge roulaient plusieurs bateaux de pêche ou de cabotage, dont quelques-uns ont conservé dans leur façon l'élégant gabarit de la galère antique. Tout en circulant au milieu de ce populaire, Fix, par une habitude de sa profession, dévisageait les passants d'un rapide coup d'œil. Il était alors 10h30. « Mais il n'arrivera pas, ce paquebot !» s'écria-t-il en entendant sonner l'horloge du port. « Il ne peut être éloigné, » répondit le consul. « Combien de temps stationnera-t-il à Suez ?» demanda Fix. 4 heures, le temps d'embarquer son charbon. De Suez à Aden, à l'extrémité de la mer Rouge, on compte 1310 miles. Et il faut faire provision de combustible. Et de Suez, ce bateau va directement à Bombay? Demanda Fix. Directement, sans rompre charge. Eh bien, dit Fix, si le voleur a pris cette route et ce bateau, il doit entrer dans son plan de débarquer à Suez afin de gagner par une autre voie les possessions hollandaises ou françaises de l'Asie. Il doit bien savoir qu'il ne serait pas en sûreté dans l'Inde, qui est une terre anglaise. À moins que ce ne soit un homme très fort, répondit le consul. Vous le savez, un criminel anglais est toujours mieux caché à Londres qu'il ne le serait à l'étranger. Sur cette réflexion, qui donna fort à réfléchir à l'agent, le consul regagna ses bureaux situés à peu de distance. L'inspecteur de police demeura seul, pris d'une impatience nerveuse, avec ce pressentiment assez bizarre que son voleur devait se trouver à bord du Mongolia, et, en vérité, si ce coquin avait quitté l'Angleterre avec l'intention de gagner le Nouveau Monde, la route des Indes,
moins surveillée ou plus difficile à surveiller que celle de l'Atlantique, devait avoir obtenu sa préférence. Fix ne fut pas longtemps livré à ses réflexions. De vifs coups de sifflet annoncèrent l'arrivée du paquebot. Toute la horde des portefaix et des fellahs se précipita vers le quai dans un tumulte un peu inquiétant pour les membres et les vêtements des passagers. Une dizaine de canots se détachèrent de la rive et allèrent au devant du Mongolia. Bientôt, on aperçut la gigantesque coque du Mongolia passant entre les rives du canal, et 11 heures sonnaient quand le steamer vint mouiller en rade, pendant que sa vapeur fusait à grand bruit par les tuyaux d'échappement. Les passagers étaient assez nombreux à bord. Quelques-uns restèrent sur le spar-deck à contempler le panorama pittoresque de la ville. Mais la plupart débarquèrent dans les canots qui étaient venus accoster le Mongolia. Fix examinait scrupuleusement tous ceux qui mettaient pied à terre. En ce moment, l'un d'eux s'approcha de lui, après avoir vigoureusement repoussé les fellahs qui l'assaillaient de leurs offres de service, et il lui demanda fort poliment s'il pouvait lui indiquer les bureaux de l'agent consulaire anglais. Et en même temps, ce passager présentait un passeport sur lequel il désirait sans doute faire apposer le visa britannique. Fix, instinctivement, prit le passeport et, d'un rapide coup d'œil, il en lut le signalement. Un mouvement involontaire faillit lui échapper. La feuille trembla dans sa main. Le signalement libellé sur le passeport était identique à celui qu'il avait reçu du directeur de la police métropolitaine. « Ce passeport n'est pas le vôtre, dit-il au passager. « Non, répondit celui-ci, c'est le passeport de mon maître. »« Et votre maître ?»« Il est resté à bord. »« Mais, reprit l'agent, il faut qu'il se présente en personne au bureau du consulat afin d'établir son identité. »« Quoi ? Cela est nécessaire ? » ?»« Indispensable. »« Et où sont ces bureaux ? » ?»« Là, au coin de la place, » répondit l'inspecteur, en indiquant une maison éloignée de 200 pas. « Alors, je vais aller chercher mon maître, à qui pourtant cela ne plaira guère de se déranger. » Là-dessus, le passager salua Fix et retourna à bord du steamer. Fin du chapitre 6. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Elisa. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 7. Qui témoigne une fois de plus de l'inutilité des passeports en matière de police. L'inspecteur redescendit sur le quai et se dirigea rapidement vers le bureau du consul. Aussitôt, et sur sa demande pressante, il fut introduit près de ses fonctionnaires. « Monsieur le consul, lui dit-il sans autre préambule, j'ai de fortes présomptions de croire que notre homme a pris passage à bord du Mongolia. » Et Fix raconta ce qui s'était passé entre ce domestique et lui à propos du passeport. « Bien, monsieur Fix, répondit le consul, je ne serais pas fâché de voir la figure de ce coquin. Mais peut-être ne se présentera-t-il pas à mon bureau, s'il est ce que vous supposez. Un voleur n'aime pas à laisser derrière lui des traces de son passage, et d'ailleurs la formalité des passeports n'est plus obligatoire.
Monsieur le consul, répondit l'agent, si c'est un homme fort, comme on doit le penser, il viendra. Faire viser son passeport? Oui, le passeport ne sert jamais qu'à gêner les honnêtes gens et à favoriser la fuite des coquins. Je vous affirme que celui-ci sera en règle, mais j'espère bien que vous ne le viserez pas. Et pourquoi pas? Si ce passeport est régulier, répondit le consul, je n'ai pas le droit de refuser mon visa. Cependant, monsieur le consul, il faut bien que je retienne ici cet homme jusqu'à ce que j'aie reçu de Londres un mandat d'arrestation. Ah, cela, monsieur Fix, c'est votre affaire, répondit le consul. Mais moi, je ne puis... Le consul n'acheva pas sa phrase. En ce moment, on frappait à la porte de son cabinet, et le garçon du bureau introduisit deux étrangers, dont l'un était précisément ce domestique qui s'était entretenu avec le détective. C'était en effet le maître et le serviteur. Le maître présenta son passeport en priant laconiquement le consul de vouloir bien y apposer son visa. Celui-ci prit le passeport et le lut attentivement, tandis que Fix, dans un coin du cabinet, observait, ou plutôt dévorait, l'étranger des yeux. Quand le consul eut achevé sa lecture, « Vous êtes Phileas Fogg, esquire ?» demanda-t-il. « Oui, monsieur, » répondit le gentleman. « Et cet homme est votre domestique? »« Oui, un Français nommé Passepartout. »« Vous venez de Londres? »« Oui. »« Et vous allez? »« À Bombay. »« Bien, monsieur, vous savez que cette formalité du visa est inutile et que nous n'exigeons plus la présentation du passeport. »« Je le sais, monsieur, répondit Phileas Fogg, mais je désire constater par votre visa mon passage à Suez. »« Soit, monsieur. » Et le consul, ayant signé et daté le passeport, y apposa son cachet. Mr. Fogg acquitta les droits de visa, et après avoir froidement salué, il sortit, suivi de son domestique. « Eh bien? » demanda l'inspecteur. « Eh bien, répondit le consul, il a l'air d'un parfait honnête homme. »« Possible, répondit Fix, mais ce n'est point ce dont il s'agit. Trouvez-vous, monsieur le consul, que ces flegmatiques gentlemen ressemblent trait pour trait aux voleurs dont j'ai reçu les signalements? J'en conviens, mais vous le savez, tous les signalements... J'en aurai le cœur net, répondit Fix. Le domestique me paraît être moins indéchiffrable que le maître. De plus, c'est un Français qui ne pourra se retenir de parler. À bientôt, monsieur le consul. Cela dit, l'agent sortit et s'est mis à la recherche de Passepartout. Cependant, Mr. Fogg, en quittant la maison consulaire, s'était dirigé vers le quai. Là, il donna quelques ordres à son domestique. Puis il s'embarqua dans un canot, revint au bord du Mongolia et rentra dans sa cabine. Il prit alors son carnet, qui portait les notes suivantes. Quitter Londres, mercredi 2 octobre, 8h45, soir. Arrivé à Paris, jeudi 3 octobre, 7h20, matin. Quitter Paris, jeudi 8h40, matin. Arrivé par le mont Cenis à Turin, vendredi 4 octobre, 6h35, matin. Quitter Turin, vendredi 7h20, matin. Arrivé à Brindisi, samedi 5 octobre, 4h soir. Embarqué sur le Magnolia, samedi 5h soir. Arrivé à Suez, mercredi 9 octobre, 11h matin. Total des heures dépensées, 158,5, soit en jour, 6 jours et demi. Mr. Fogg inscrivit ces dates sur un itinéraire disposé par colonne, qui indiquait, depuis le 2 octobre jusqu'au 21 décembre, le mois, le quantième, le jour, les arrivées réglementaires et les arrivées effectives en chaque point principal. Paris, Brindisi, Suez, Bombay, Calcutta, Singapour, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, New York, Liverpool, Londres, et qui permettait de chiffrer le gain obtenu ou la perte éprouvée à chaque endroit du parcours. Ce méthodique itinéraire tenait ainsi compte de tout, et Mr. Fogg savait toujours s'il était en avance ou en retard. Il inscrivit donc ce jour-là, mercredi 9 octobre, son arrivée à Suez,
qui, concordant avec l'arrivée réglementaire, ne le constituait ni en gain ni en perte. Puis il se fit servir à déjeuner dans sa cabine. Quant à voir la ville, il n'y pensait même pas, étant de cette race d'Anglais qui font visiter par leurs domestiques les pays qu'ils traversent. Fin du chapitre 7. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 8 du Tour du monde en 80 jours. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 8. Dans lequel Passepartout parle un peu plus peut-être qu'il ne conviendrait. Fix avait en peu d'instants rejoint sur le quai Passepartout, qui flânait et regardait, ne se croyant pas, lui, obligé à ne point voir. « Eh bien, mon ami, lui dit Fix en l'abordant, votre passeport est-il visé ? » Ah, c'est vous, monsieur, répondit le Français. Bien obligé. Nous sommes parfaitement en règle. Et vous regardez le pays ? Oui, mais nous allons si vite qu'il me semble que je voyage en rêve. Et comme cela, nous sommes à Suez. À Suez. En Égypte ? En Égypte, parfaitement. Et en Afrique ? En Afrique. En Afrique, répéta Passepartout. Je ne peux y croire. Figurez-vous, monsieur, que je m'imaginais ne pas aller plus loin que Paris. Et cette fameuse capitale, je l'ai revue tout juste de 7h20 du matin à 8h40, entre la gare du Nord et la gare de Lyon, à travers les vitres d'un fiacre et par une pluie battante. Je le regrette. J'aurais aimé à revoir le Père-Lachaise et le cirque des Champs-Élysées. Vous êtes donc bien pressé ? Demanda l'inspecteur de police. Moi non, mais c'est mon maître. À propos, il faut que j'achète des chaussettes et des chemises. Nous sommes partis sans mal avec un sac de nuit seulement. Je vais vous conduire à un bazar où vous trouverez tout ce qu'il faut. Monsieur, répondit Passepartout, vous êtes vraiment d'une complaisance. Et tous deux se mirent en route. Passepartout causait toujours. Surtout, dit-il, que je prenne bien garde de ne pas manquer le bateau. Vous avez le temps, répondit Fix. Il n'est encore que midi. Passepartout tira sa grosse montre. Midi, dit-il. Allons donc, il est 9h52. Votre montre retarde, répondit Fix. Ma montre ? Une montre de famille qui vient de mon arrière-grand-père ? Elle ne varie pas de 5 minutes par an. C'est un vrai chronomètre. Je vois ce que c'est, répondit Fix. Vous avez gardé l'heure de Londres qui retarde de 2 heures environ sur Suez. Il faut avoir soin de remettre votre montre au midi de chaque pays. Moi ? Toucher à ma montre ? S'écria Passepartout. Jamais ? Eh bien, elle ne sera plus d'accord avec le soleil. Tant pis pour le soleil, monsieur. C'est lui qui a tort. Et le brave garçon remit sa montre dans son gousset avec un geste superbe. Quelques instants après, Fix lui disait « Vous avez donc quitté Londres précipitamment ?»« Je le crois bien. Mercredi dernier, à 8 heures du soir, contre toutes ses habitudes, Mr. Fogg revint de son cercle, et 3/4 d'heure après, nous étions partis. »« Mais où va-t-il donc, votre maître ?»« Toujours devant lui. Il fait le tour du monde. »« Le tour du monde ?» s'écria Fix. « Oui, en 80 jours. Un pari, dit-il. Mais entre nous, je n'en crois rien. Cela n'aurait pas le sens commun. Il y a autre chose. »« Ah, c'est un original, ce Mr. Fogg. »« Je le crois. »« Il est donc riche ?»« Évidemment, et il emporte une jolie somme avec lui, en banquenotes toutes neuves. Et il n'épargne pas l'argent en route. Tenez, il a promis une prime magnifique aux mécaniciens du Mongolia si nous arrivons à Bombay avec une belle avance. »« Et vous le connaissez depuis longtemps, votre maître ?»« Moi ?» répondit Passepartout. « Je suis entré à son service le jour même de notre départ. » On s'imagine aisément l'effet que ces réponses devaient produire sur l'esprit déjà surexcité de l'inspecteur de police. Ce départ précipité de Londres, peu de temps après le vol, cette grosse somme emportée, cette hâte d'arriver en des pays lointains, ce prétexte d'un pari excentrique,
tout confirmait et devait confirmer Fix dans ses idées. Il fit encore parler le français, et acquit la certitude que ce garçon ne connaissait aucunement son maître, que celui-ci vivait isolé à Londres, qu'on le disait riche sans savoir l'origine de sa fortune, que c'était un homme impénétrable, etc. Mais en même temps, Fix put tenir pour certain que Phileas Fogg ne débarquait point à Suez et qu'il allait réellement à Bombay. Est-ce loin, Bombay demanda Passepartout. Assez loin, répondit l'agent. Il vous faut encore une dizaine de jours de mer. Et où prenez-vous Bombay? Dans l'Inde. En Asie? Naturellement. Diable! C'est que je vais vous dire, il y a une chose qui me tracasse, c'est mon bec. Quel bec? Mon bec de gaz que j'ai oublié d'éteindre et qui brûle à mon compte. Or, j'ai calculé que j'en avais pour 2 shillings par 24 heures. Juste 6 pence de plus que je ne gagne. Et vous comprenez que pour peu que le voyage se prolonge... Fix comprit-il l'affaire du gaz? C'est peu probable. Il n'écoutait plus et prenait un parti. Le Français et lui étaient arrivés au bazar. Fix laissa son compagnon y faire ses emplettes. Il lui recommanda de ne pas manquer le départ du Mongolia, et il revint en toute hâte au bureau de l'agent consulaire. Fix, maintenant que sa conviction était faite, avait repris tout son sang-froid. « Monsieur, dit-il au consul, je n'ai plus aucun doute. Je tiens mon homme. Il se fait passer pour un excentrique qui veut faire le tour du monde en 80 jours. »« Alors c'est un malin, » répondit le consul. « Et il compte revenir à Londres après avoir dépisté toutes les polices des 2 continents. »« Nous verrons bien, » répondit Fix. « Mais ne vous trompez-vous pas ?» demanda encore une fois le consul. « Je ne me trompe pas. Alors pourquoi ce voleur a-t-il tenu à faire constater par un visa son passage à Suez? Pourquoi? Je n'en sais rien, monsieur le consul, répondit le détective. Mais écoutez-moi. Et en quelques mots, il rapporta les points saillants de sa conversation avec le domestique dudit Fogg. En effet, dit le consul, toutes les présomptions sont contre cet homme. Et qu'allez-vous faire? Lancer une dépêche à Londres avec demande instante de m'adresser un mandat d'arrestation à Bombay, m'embarquer sur le Mongolia, filer mon voleur jusqu'aux Indes, et là, sur cette terre anglaise, l'accoster poliment, mon mandat à la main et la main sur l'épaule. Ces paroles prononcées froidement, l'agent prit congé du consul et se rendit au bureau télégraphique. De là, il lança au directeur de la police métropolitaine cette dépêche que l'on connaît. Un quart d'heure plus tard, Fix, son léger bagage à la main, bien muni d'argent d'ailleurs, s'embarquait à bord du Mongolia, et bientôt le rapide steamer filait à toute vapeur sur les eaux de la mer Rouge. Fin du chapitre 8. Cet enregistrement fait partie du domaine public.